La pluie glacée surgit sans prévenir, éclaboussant soudainement les cheveux et le visage de Camille. Le choc est immédiat, tellement brutal qu'elle sent une vague de honte lui traverser tout le corps. Pourtant, elle reste debout, bras relâchés, mais regard fixe, tentant de ne pas baisser la tête malgré le malaise qui s'empare de toute la réception de la Maison des Solidarités de Lyon. Personne ne dit un mot. Le silence qui remplit l'espace rend la scène encore plus forte. Le temps semble suspendu, chacun figeant ses émotions au fond de soi. Le liquide froid ruisselle doucement le long de son cou, s'infiltrant sous le col de son vieux pull et imbibant son jeans, tandis qu'une flaque se forme peu à peu autour de ses baskets usées sur le carrelage terni par les années. L'odeur persistante du café trop cuit se fond dans celle du papier humide, créant dans l'air une atmosphère à peine respirable. Quelques feuilles trempées collent déjà au sol, témoins muets de ce moment d'humiliation. Assis sur les chaises en plastique gris clair, plusieurs visiteurs échangent des regards ébahis. Ils ne savent pas quoi dire, ni même s'ils ont le droit d'intervenir. L'impuissance s'installe, lourde, chacun sentant que cet acte brutal ne mérite qu'un profond dégoût. Les voix se meurent. Personne n'ose briser le silence, seulement le bruit des gouttes tombant lentement de la frange de Camille, ponctuant l'instant d'une gêne palpable. Derrière le vieux comptoir en bois abîmé, Gérard lève la tête, une moue satisfaite sur le visage. Il serre la bouteille en plastique désormais vide, comme pour marquer son territoire et affirmer une autorité indiscutable mais profondément injuste. Il pense peut-être avoir réglé une situation, mais il ne fait que dévoiler son mépris et sa volonté de rabaisser l'autre. Dans son regard se dessine de la froideur et le refus de voir l'autre comme égal. Tout dans la pièce se charge d'une tension extrême. D'un côté, il y a ceux qui réclament simplement un peu de dignité, de l'autre, les gardiens d'un système qui ignore, humilie ou fait taire sans remords. Camille, même trempée et humiliée, serre les dents. Dans ses yeux, malgré tout, on sent encore une lueur de détermination. Camille ferme les yeux une seconde pour trouver la force de reprendre contenance. La fraîcheur de l'eau glisse sur ses joues et s'infiltre sous sa veste, lui arrachant un frisson, mais elle ne bouge pas. Elle respire lentement, tentant de bloquer la gêne et la colère, puis relève la tête, déterminée à ne pas montrer la moindre faiblesse. Derrière la visière de sa casquette, son regard se fait plus dur, un curieux mélange de douleur, d'incompréhension et d'une ténacité calme. Elle fixe Gérard, de l'autre côté du comptoir, s'efforçant de lire sur son visage, fermer les raisons d'une telle violence gratuite, rien qu'un air méprisant. Dans la salle d'accueil, une douzaine de personnes attendent leur tour. La plupart détournent les yeux. Certains lancent des coups d'œil furtifs vers Camille, d'autres hésitent entre la peur de la réaction du policier et le désir de prendre la défense de la jeune femme. La solidarité flotte dans l'air, mais personne n'ose vraiment bouger ou briser la frontière invisible qui vient de s'installer entre les deux camps. D'un côté, l'autorité froide avec ses règles souvent arbitraires, de l'autre, ceux qui, comme Camille, espèrent juste un peu de respect. Le silence, déjà lourd, est soudain fendu par le bruit net de quelques gouttes qui tombent sur le sol carrelé, puis par la voix tranchante de Gérard, brisant d'un coup l'immobilité de la scène. Il lance à Camille une remarque cinglante, pleine de dédain. Les mots sont choisis pour blesser et pour rappeler à tous que l'ordre ici ne tolère aucun écart. Il n'y a aucune justification à son attitude, juste l'écho grinçant d'une intolérance banalisée, presque routinière, et le sentiment de pouvoir qui lui colle à la peau depuis des années passées derrière ce comptoir. Ce qui choque le plus, cette fois, c'est que cela se passe dans un lieu censé protéger et aider. La Maison des Solidarités, censée être un refuge, devient tout à coup le théâtre d'un abuso de pouvoir flagrant. Les regards se croisent. Une femme plus âgée serre son sac sur ses genoux. Un adolescent recule sur sa chaise. Et tout, le monde se demande, sans oser le dire à voix haute, jusqu'où tout cela peut aller. Les frontières du respect semblent soudain très loin. Et personne ne sait vraiment lequel des deux, la victime ou l'auteur, prendra l'avantage dans cette pièce tendue par l'injustice et la peur.
L'histoire remonte une semaine, en arrière, à un moment bien différent. Ce matin-là, Camille franchit les grandes portes de la Maison des Solidarités avec un mélange de fierté et de nervosité. Elle vient d'être nommée chef de l'établissement. Pour beaucoup, à Lyon, son nom évoque un parcours sans tache, marqué par un engagement constant auprès des plus vulnérables. Dans les couloirs, même ceux qui ne la connaissent que de loin reconnaissent sa façon franche de parler, sa capacité à écouter tout le monde, peu importe le statut ou l'origine. Mais ce nouveau rôle, elle le sait, s'accompagne d'un lot de problèmes que jusque-là, aucun responsable n'a réussi à régler pour de bon. La Maison des Solidarités souffre depuis des années d'une réputation abîmée. Plaintes pour manque d'écoute, discrimination, silence, face à des comportements déplacés, et tout cela dans une ville où les divisions sociales et culturelles sont déjà assez profondes. Des quartiers populaires du nord de Lyon jusqu'aux rives plus aisées de la Saône, le quotidien des habitants reste guidé par des clivages invisibles mais puissants. Les habitants, surtout ceux issus de minorités ou traversant une mauvaise passe, espèrent que l'arrivée de Camille va vraiment changer quelque chose. Les discours officiels parlent toujours de justice et de respect, mais sur le terrain, rares sont ceux qui croient encore aux grands mots. Dès sa première journée, Camille ressent la pression dans chaque discussion, chaque regard. Elle croise un agent de sécurité qui détourne les yeux, entend deux assistantes sociales parler à voix basse des incidents récents. L'atmosphère semble tendue, presque méfiante. Même si tout le monde la salue poliment, elle capte leurs interrogations. Est-ce que ce sera comme avant? Est-ce qu'elle va tenir le choc? Cette défiance la touche, mais nourrit aussi son désir d'agir. Camille sait combien il est difficile d'effacer l'impression d'impunité quand, pendant des années, on a vu des abus n'être suivis d'aucune sanction. Le service public ne peut pas continuer à ignorer la fracture grandissante entre ses agents et les gens qu'ils sont censés servir. À Lyon, des familles entières évitent certains guichets par peur d'être mal reçues ou même humiliées. Camille comprend qu'à présent, le moindre faux pas sera décortiqué, commenté dans la presse locale et sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucun droit à l'erreur. Porter cette responsabilité l'effraie, mais elle sait que ce risque va de pair avec une opportunité unique, celle d'initier enfin des changements profonds là où tout le monde avait fini par baisser les bras. La détermination de Camille ne faiblit pas, bien au contraire. Elle sent que pour vraiment transformer la Maison des Solidarités et regagner la confiance des Lyonnais, elle ne peut pas se contenter de diriger depuis son bureau au dernier étage, entourée de dossiers et de statistiques. Très vite, elle se dit qu'aucune réforme ne tiendra si elle ne connaît pas la réalité vécue par les agents et les usagers. Observer de loin, c'est facile, mais ce qu'elle veut, c'est comprendre ce qui coince dans le quotidien, sentir la vraie ambiance au contact de tous. Elle réfléchit alors à un moyen d'approcher la vérité sans fausser les échanges, car elle sait que, dès qu'on apprend qu'un supérieur est présent, les habitudes changent. Après quelques jours de réflexion, Camille décide d'élaborer un plan un peu fou, mais nécessaire. Elle va se rendre incognito, sans que personne ne soit prévenu, dans différentes antennes de la Maison des Solidarités éparpillées dans Lyon et ses environs. Elle choisit soigneusement ses vêtements, opte pour une tenue simple, discret sac à dos et pull large, de quoi passer totalement inaperçu dans la file d'attente d'un guichet. Ses visites débutent un lundi matin, par une petite agence dans le quartier de la Guillotière. Camille prend un ticket comme tout le monde, salue poliment le personnel à l'entrée, écoute les conversations dans la salle d'attente. Dans le brouhaha, elle perçoit très vite des tensions. Une assistante sociale lève la voix. Un père de famille râle pour un dossier perdu. Deux jeunes femmes soupirent à l'idée d'attendre encore une heure. À la machine à café, un agent plaisante sur les plaintes, toujours les mêmes, de certains usagers. Camille, attentive, note mentalement chaque mot, chaque attitude. Elle retrouve la même ambiance dans une antenne vers Saint-Fond quelques jours plus tard.
Manque d'écoute, regard fuyant, dialogue expédié trop rapidement et parfois même des remarques désobligeantes ou des blagues lourdes. Au fil de ses visites, loin des rapports officiels, elle voit que le vrai problème ne vient pas seulement des procédures trop longues, mais aussi d'une fatigue généralisée et d'un manque de respect tenace dans les échanges quotidiens. Camille comprend désormais bien mieux pourquoi tant de gens sortent déçus ou en colère. Certains fonctionnaires ont oublié qu'ils ne servent pas des numéros, mais des personnes avec une histoire. Cette immersion lui donne, progressivement, une vision claire de ce qu'il va falloir changer et renforce sa conviction qu'aucune solution ne sera possible sans réparer le lien humain entre la maison et les habitants de Lyon. Pour que son projet fonctionne vraiment, Camille veut que personne ne puisse la reconnaître. Elle prend donc toutes les précautions. Elle choisit le nom de Pauline quand on lui demande son identité. Elle glisse ses cheveux sous un vieux bonnet bleu, laisse de côté sa coiffure soignée et tout maquillage, et porte un manteau élimé trouvé au fond de son armoire, ainsi que des baskets dont la semelle se décolle un peu. Son sac, lui aussi usé par le temps, ne laisse rien deviner sur son statut. Le but, c'est de passer pour une simple lyonnaise venue régler une démarche comme tant d'autres. Son premier arrêt est la fameuse Maison des Solidarités du Quai, aux Gagneurs, un endroit qui, selon beaucoup de témoignages recueillis, n'inspire ni confiance ni sérénité. On en parle dans le quartier comme d'un lieu où les plaintes pour mauvais accueil ne manquent pas. Le nom de Gérard revient souvent dans ces histoires de dossiers maltraités et de remarques blessantes. Camille, cachée derrière l'identité de Pauline, sent son cœur battre un peu plus fort au moment d'entrer. Elle veut affronter la réalité, même si elle pressent déjà la difficulté. Dès qu'elle passe la porte, une odeur de café tiède et d'humidité l'assaille. Elle remarque tout de suite la peinture écaillée au mur, les chaises de plastique qui grincent et la pile de vieux magazines oubliés sur une table bancale. Elle prend un ticket, comme tout le monde. Personne ne fait attention à elle, ce qui confirme que son camouflage fonctionne. Assise entre une dame âgée et un jeune homme, elle écoute attentivement les gens autour d'elle. Beaucoup chuchotent leur lassitude, certains se plaignent du temps d'attente interminable. L'atmosphère est pesante. Lorsque Gérard apparaît, derrière son vieux comptoir, son attitude ne trompe personne. Il traite chaque personne avec une froideur mécanique, ne levant les yeux que pour grogner une indication ou hausser les épaules. À chaque échange, Camille note l'impatience, parfois même une pointe d'ironie dans sa voix. Elle observe comment il s'adresse différemment selon l'apparence ou la manière de parler de chacun. En quelques minutes à peine, elle comprend comment ce comportement peut blesser ou décourager les plus fragiles. Pour Camille, même déguisée en Pauline, cette visite n'est pas juste un test. C'est la confirmation criante de ce qu'elle soupçonnait déjà et qui demande d'urgence d'être changée dans la Maison des Solidarités. Avant de franchir la porte, Camille prend soin de bien préparer sa couverture. Elle répète mentalement les détails simples de son histoire. Aujourd'hui, elle s'appelle Pauline et vient demander des renseignements sur les démarches à suivre pour obtenir une mesure de protection à cause d'un voisin qui la harcèle. Ce n'est pas une situation urgente, mais c'est le genre de cas qui demande qu'on prenne le temps de l'écouter, de montrer un minimum de bienveillance. Elle se dit que c'est le bon test pour voir si, sans urgence, mais avec besoin de soutien, elle aura droit à la même attention qu'une autre personne plus visible ou importante. Pour ne pas éveiller les soupçons, Camille conduit une vieille Clio grise de la flotte administrative sans aucun signe officiel. Elle trouve une place pas loin de l'entrée, gare la voiture et se mêle à la foule de gens pressés qui circulent sur le trottoir. Dans sa poche, juste un vieux portefeuille, quelques papiers, presque rien pour se fondre dans la masse. L'air du matin, froid et humide, renforce l'ambiance grisâtre du bâtiment qui se dresse devant elle. Il a beau être censé servir, et tout le monde, on sent à la façade défraîchie et aux marches abîmées que cet endroit n'a rien de rassurant. Dès l'entrée, elle traverse le couloir principal, levant à peine les yeux pour ne pas trahir le moindre doute.
Les agents de sécurité sont occupés à discuter près du portique, ne remarquent même pas sa présence. Dans la salle d'attente, des voix résonnent entre impatience et résignation, et personne ne fait attention à cette femme invisible de plus, simplement venue pour demander de l'aide. Camille choisit une chaise contre le mur, range son sac sur les genoux et attend son tour, écoutant les autres raconter leurs histoires, parfois à voix basse. Quand enfin son numéro s'affiche sur l'écran au-dessus du comptoir, elle s'avance vers Gérard. Il ne la regarde pas vraiment, semble déjà fatigué alors que la matinée ne fait que commencer. Camille, sous l'apparence de Pauline, explique calmement son problème fictif. Elle raconte l'attitude inquiétante du voisin, ses menaces répétées, les nuits sans sommeil. Mais au fil de ses paroles, elle sent que Gérard l'écoute à peine, l'interrompt plusieurs fois, lance des réponses sèches, comme si cette situation banale n'exigeait ni attention ni empathie réelle. Chaque détail de cette expérience, qu'elle vit comme toutes les autres femmes anonymes venues ici avant elle, s'imprime dans sa mémoire. Camille comprend alors plus clairement que jamais à quel point il est urgent de changer la façon dont sont accueillis les citoyens les plus vulnérables à la Maison des Solidarités. Quand Camille pénètre dans le grand hall de la Maison des Solidarités, l'ambiance la saisit d'un coup. Il fait froid. Les murs sont couverts d'écailles de peinture. Une ampoule clignote au plafond, projetant une lumière blafarde sur les rangées de chaises en plastique dur, alignées sans confort ni chaleur. À chaque pas, elle ressent ce mélange d'abandon et de lassitude qui flotte dans l'air, comme si le lieu lui-même renonçait à toute envie d'amélioration. Ce n'est pas seulement une question de déco abîmée. Tout ici paraît rappeler qu'on est dans un service public laissé pour compte, où personne ne cherche vraiment à rendre les choses plus humaines. Les personnes déjà installées dans la salle d'attente affichent le même genre de fatigue. Un vieux monsieur, ses mains nouées sur la canne, fixe le sol sans ciller. Deux femmes se parlent doucement pour se donner du courage. Un adolescent, casque vissé sur les oreilles, essaie d'oublier le temps qui passe. Aucun ne semble croire à l'idée de recevoir justice ou même un peu de politesse. On le lit dans la posture des épaules, dans les yeux éteints. L'habitude des renoncements est ancrée profondément. Derrière la vitre épaisse qui sépare le public du personnel, Gérard donne l'impression d'être ailleurs. Accoudé à son bureau, il est captivé par ce qui défile sur l'écran de son téléphone, ignorant totalement la file d'attente qui grossit de minute en minute. L'indifférence qu'il affiche est presque une routine, comme s'il jouait un rôle étudié, celui de l'agent inaccessible dont personne n'ose troubler la concentration. Camille observe chaque détail, cette manière de s'éloigner dans le virtuel pour fuir les regards et les questions, ce que cela impose comme malaise à ceux qui attendent de l'autre côté du comptoir. Elle comprend vite la dynamique inquiétante qui règne dans ce lieu. C'est Gérard, du haut de son poste protégé derrière le plexiglas, qui décide qui avance et qui reste sur le carreau. Ceux qui patientent, anonymes et muets, n'ont d'autre choix que de se soumettre à la logique opaque de l'accueil. Camille se dit que c'est exactement ce qu'elle redoutait, ce déséquilibre de pouvoir, ce sentiment d'invisibilité ressenti par tous ceux qui passent la porte en espérant un peu d'aide. Elle prend une longue inspiration pour garder à l'esprit ses premières impressions, essentielles si elle veut tout changer. Le temps passe lentement pour Camille. Toujours dans la peau de Pauline, assise sur sa chaise inconfortable. À chaque minute, elle sent le poids de l'attente et l'indifférence autour d'elle. Finalement, n'en pouvant plus d'être invisible, elle se décide à s'avancer vers le guichet et, d'une voix calme mais ferme, tente de capter l'attention de Gérard. Il lève à peine les yeux, son visage fermé respire déjà une certaine lassitude, mêlée à du mépris à peine voilé. Dès qu'elle commence à expliquer sa situation, ce voisin qui la harcèle, ce sentiment de peur qui ne la quitte pas chez elle, Gérard soupire et l'interrompt, agacé. Il lui lance, sans même s'excuser, des phrases sèches. « Il faut déposer une main courante, ce n'est pas ici qu'on règle ça. Vous savez,
Tout le monde a des problèmes de voisinage. Prévoyez d'attendre, ce genre de dossier prend du temps. À chaque réplique, Camille ressent comme une barrière de froideur et de dédain. Son interlocuteur ne prend même pas la peine d'expliquer les démarches, ne propose aucune solution claire, évite soigneusement tout échange, un tant soit peu humain. Un moment, il la regarde de haut, visiblement ennuyé par cette demande qu'il juge peu importante, presque ridicule. Il laisse clairement entendre qu'il y a des affaires bien plus sérieuses à traiter et que la venue de Pauline n'offre rien de digne d'intérêt. La façon dont Gérard parle, bouge les mains, évite le regard, dit tout de la politique. Du lieu, ici, celui qui se tient derrière le comptoir décide qui mérite son respect et qui doit repartir bredouille. Camille, bien que bouleversée par l'expérience, fait tout pour rester dans son rôle. Elle tente de relancer la conversation, cherche à obtenir au moins un conseil ou un signe d'empathie, mais il se contente de pointer du doigt un formulaire, derrière la vitre, en marmonnant, sans jamais prendre la peine de vraiment l'écouter. Dans cette scène, la dignité de chaque personne semblable à Pauline dépend entièrement du bon vouloir de l'agent. Celui-ci, d'un geste, d'une remarque, peut renvoyer 8 heures d'attente à la banalité ou même à la nullité. Pour Camille, la leçon est nette. Tant que ce sera ce regard, ce mépris ancré qui décide de la valeur de la parole des citoyens, rien ne pourra vraiment changer à la maison des solidarités. La tension monte d'un cran et un silence gênant s'installe dans le hall, alors que Camille refuse de se laisser faire. Elle sent la colère en elle, mais garde son calme autant qu'elle le peut. Avec fermeté, elle s'adresse à Gérard. « J'ai le droit de déposer une plainte et d'être écoutée. Merci de me donner votre nom et votre numéro d'identification. » Cette demande, pourtant légitime, semble heurter l'ego de l'agent derrière la vitre. À cet instant, Gérard change de ton. Tout son visage se ferme, la couleur lui monte aux joues, et il hausse la voix de façon exagérée, comme pour lui montrer qu'ici, c'est lui qui commande. « Je ne suis pas obligé de supporter ce genre de comportement, madame. Si vous persistez à vous énerver, j'appelle la sécurité et vous sortez. On n'est pas là pour écouter les histoires de tout le monde. » Sa menace résonne fort, faisant sursauter plusieurs personnes assises non loin. Dans la salle d'attente, tous les regards se braquent sur la scène, certains pleins d'inquiétude, d'autres marqués par une sorte de résignation. Une dame âgée serre la main de sa voisine, on entend à peine le bruit d'un sac qu'on remue. Le climat devient pesant, chargé d'une tension presque palpable. Camille, qui porte toujours l'apparence discrète de Pauline, mesure qu'en tant que femme noire est considérée comme anonyme, son insistance dérange et met l'agent mal à l'aise. Elle comprend toute la violence institutionnelle à ce moment précis. On ne la voit pas, mais son refus de se taire la rend soudainement trop voyante, trop menaçante pour l'ordre établi. Gérard, sentant que la situation lui échappe, prend son téléphone de bureau, prêt à demander des renforts. Il laisse planer la menace de la faire expulser pour trouble alors qu'elle n'a fait que défendre ses droits. Sa voix porte dans tout le hall. « La prochaine fois que vous levez la voix, j'appelle la police municipale. » Il jette un regard dur vers les autres, espérant sans doute que cela suffira à la calmer. Mais Camille sent bien que cet affrontement n'est pas vécu que par elle. Toute une partie du public se reconnaît dans ce qu'elle endure. À cet instant, l'abus de pouvoir de Gérard éclate au grand jour, exposé sans détour à tous ceux qui attendent, témoins impuissants d'une scène qui, pour beaucoup, rappelle leur propre impuissance et l'absence de respect qu'ils subissent trop souvent dans ce lieu. Dans le hall devenu totalement silencieux, Camille sent la tension prête à exploser. Elle s'accroche à sa détermination. Il est hors de question pour elle de reculer maintenant, même si elle ressent la peur monter, ce mélange d'humiliation et de rage que connaît trop bien toute personne traitée comme un problème plutôt qu'un être humain. Son refus catégorique de baisser les yeux déstabilise encore plus Gérard, qui, dépassé par la situation, laisse tomber toute façade professionnelle. Il se lève soudain de sa chaise, poussant brutalement la porte du comptoir.
Les regards effarés suivent chacun de ses pas déterminés. D'un geste brusque, il attrape une carafe posée sur le côté du bureau. Sans hésitation, il s'approche de Camille et lui renverse l'eau froide sur la tête, sous les yeux choqués de la vingtaine de personnes qui attendent leur tour. Les gouttes glacées coulent sur le visage de Camille, détrempent ses vêtements, élimées, la faisant frissonner. Toute la scène semble se figer un instant. Le temps s'arrête comme si personne ne savait comment réagir à cette violence soudaine. Le bruit de l'eau éclaboussant le sol résonne dans l'espace, brisant le silence et soulignant toute la cruauté du geste. Autour, personne n'ose bouger sur le moment. La sidération cloue les gens sur place. Certains baissent les yeux, d'autres fixent la scène, les lèvres serrées, incapables d'articuler la moindre parole face à l'agression. Une vieille dame laisse échapper un mince gémissement. Un adolescent détourne le regard, honteux de voir un adulte agir ainsi. Gérard, debout, haletant, semble satisfait d'avoir rétabli l'ordre par ce geste brutal, comme s'il avait enfin repris le contrôle de la pièce et remis à sa place cette femme qui osait contester. Il balance d'un ton méprisant. « Maintenant, vous pouvez sortir, ou j'appelle la police pour de bon. » Camille sent ses dents claquer sous le choc thermique autant que sous l'humiliation, mais malgré tout, elle serre fort son sac sur ses genoux, refusant de pleurer. Devant lui, le lobby garde son silence tendu. Certains regards expriment la solidarité, d'autres la peur, mais tous ont bien vu la vérité nue. Ici, ce n'est pas la loi, ni la justice, mais le pouvoir arbitraire qui décide de la dignité des gens. Silence glacial s'est abattu sur le hall. On n'entend plus rien, à part le bruit de l'eau qui goutte de la veste et des cheveux de Camille, formant une flaque au pied de la chaise. Tout le monde fixe la scène avec des sentiments mêlés, d'incrédulité et de malaise. Camille reste debout, droite malgré ses vêtements trempés qui collent à sa peau. Dans sa poitrine, son cœur bat fort, porté par un mélange de colère, de tristesse et d'humiliation. Elle sent la rage lui donner de la force au lieu de l'abattre. Chaque seconde passée sous les regards muets d'inconnus approfondit sa détermination à ne surtout pas baisser les yeux. Des questions silencieuses traversent la salle. Qui est donc cette femme pour rester ainsi, digne et solide, après une telle humiliation publique? Certains se demandent pourquoi elle ne riposte pas par la colère. D'autres essaient de deviner ce qui peut bien la retenir dans cette position. Mais Camille sent au fond d'elle que leur étonnement ne la touche plus. Elle sait très bien pour qui et pourquoi elle tient bon. Gérard, tout d'abord gonflé d'arrogance, se retrouve soudain figé en voyant que sa victime ne cède rien. Sa victoire amère se dissout lorsque Camille lentement retire son bonnet détrempé d'un geste qu'elle veut simple, mais fort. Son visage complet se dévoile, et dans ses yeux, personne ne lit ne serait-ce qu'un soupçon de faiblesse ou d'abandon. Les plus attentifs dans la salle reconnaissent quelque chose dans son attitude, l'assurance de celle qui refuse que la honte lui appartienne et choisit, au contraire, de la rendre à son auteur. À ce moment précis, quelque chose change dans l'atmosphère. Le malaise, palpable chez tous les témoins, commence à se transformer en une espèce de solidarité muette. Un homme en costume, assis près de la sortie, se redresse sur sa chaise, visiblement marqué par le courage de Camille. Une jeune femme saisit son téléphone et, sans bruit, commence à filmer ce qui se passe. L'image du pouvoir autoritaire de Gérard vacille, minée par la force tranquille de Camille, qui occupe l'espace de tout son être sans jamais hausser la voix. Désormais, c'est lui qui semble craindre la suite, comprenant tardivement que le contrôle qu'il croyait absolu vient de lui échapper. Le silence est soudain rompu par la voix claire et posée de Camille. Elle regarde tout le monde, puis fixe Gérard avec une assurance glaciale. « Je m'appelle Camille Simon. Je suis la nouvelle directrice générale de l'Agence nationale de solidarité, nommée il y a exactement 4 jours. Je me suis présentée ici aujourd'hui sans prévenir personne, pour observer comment on accueille, dans un service public, ceux qui comptent le plus sur nous. » Son ton est calme, presque détaché, mais chaque mot résonne nettement dans la pièce, laissant échapper une tension grandissante.
Les réactions des gens présents ne se font pas attendre. Une onde de stupeur se propage aussitôt. On perçoit la surprise sur le visage des usagers, certains n'en croyant pas leurs oreilles, d'autres échangeant des regards à la fois incrédules et partagés entre satisfaction et malaise. Gérard, pour sa part, devient livide. Il ne sait plus où poser le regard. La carafe en plastique qu'il avait encore serrée dans sa main tombe lourdement sur le sol, éclaboussant une dernière fois les pieds de Camille dans un bruit sec qui n'a plus rien de menaçant. Pris de panique, il fait un pas en arrière, comme si la révélation de l'autorité de Camille venait anéantir toute sa prétendue supériorité. Dans un coin, la jeune femme qui filmait continue son enregistrement sans rien dire, consciente qu'elle assiste à une scène qui dépassera vite les murs de la Maison des Solidarités. L'homme en costume, lui, soupire bruyamment, se demandant s'il doit intervenir ou attendre que tout s'éclaircisse. Ceux et celles qui avaient assisté impuissants à la scène, tétanisés par la violence de Gérard, se redressent peu à peu, le respect remplaçant peu à peu l'embarras. Face à Camille, Gérard bredouille, incapable de parler et semble comprendre que ses actes vont maintenant avoir de vraies conséquences. La peur se lit dans ses yeux, car il n'est plus question d'imposer sa loi dans l'ombre, protégé par l'anonymat et la routine. La nouvelle s'est déjà répandue parmi les témoins, chacun mesurant l'ampleur de ce retournement. Camille, elle, reste droite, ni agressive, ni victorieuse, mais pleinement dans son rôle. Obtenir la vérité sur le traitement réservé aux plus fragiles, et s'assurer qu'une telle humiliation ne se reproduise plus jamais ici. Face à la révélation, Gérard sent la panique l'envahir. Il blêmit, toute assurance envolée, et sa voix déraille en supplique tremblante. « Je vous en prie, Madame Simon, je ne savais pas qui vous étiez. Ce n'est pas dans mes habitudes, vous savez. J'ai eu des moments difficiles en ce moment. Mes enfants sont malades. J'ai eu des nuits sans sommeil. » Il cherche ses mots. Sa main s'agite nerveusement. Il n'ose même plus soutenir le regard de Camille. Il tente maladroitement de se justifier, avançant des soucis personnels, la pression du travail, le nombre de gens à recevoir aujourd'hui, tout ce qui lui traverse l'esprit pour expliquer ce qui vient de se passer. Son discours tourne en rond, mélange de plaidoyer et d'excuses hâtives, comme une litanie apprise face à une autorité subitement dévoilée. Gérard s'approche presque à genoux, bafouillant « Je vous présente toutes mes excuses, vraiment, je ne voulais de mal à personne, je ne savais pas, si j'avais su... » Le contraste entre son ton arrogant d'avant, chef autoproclamé du hall d'attente, et sa soudaine soumission saute aux yeux de tous les témoins. Certains détournent les yeux, mal à l'aise devant cette scène presque embarrassante, d'autres observent sans compassion, se rappelant sans peine l'humiliation que beaucoup ont déjà subie dans ces mêmes murs. Camille, cependant, n'a ni colère ni pitié dans les yeux. Elle reste droite, la tête haute, écoutant Gérard sans chercher à l'interrompre. Dans son regard, on lit surtout une profonde déception. Elle sait, mieux que quiconque, combien cette attitude revient sans cesse, combien l'oubli de l'humanité des autres, surtout ceux qu'on croit insignifiants, se répète chaque jour. Camille ne croit guère à ces excuses qui tombent toujours après coup, surtout quand la hiérarchie se dévoile. Elle pense à toutes celles et ceux qui n'auront jamais la chance de voir un tortionnaire s'excuser en public, ni même admettre la faute. Dans le silence qui suit, Camille laisse Gérard finir ses explications maladroites, consciente que la question ne concerne plus seulement ses excuses, mais aussi la responsabilité de tout un système dans lequel beaucoup, comme lui, oublient l'essentiel, le respect simple et la justice pour chacun, quelle que soit sa situation. Sans hausser le ton, mais en parlant d'une voix résolue qui ne laisse aucun doute sur son autorité, Camille tourne la tête vers l'accueil. Elle demande la présence immédiate de Madame Lefebvre, la responsable du site, figure connue dans toute l'Agence nationale de solidarité à Paris. Les employés, désormais sur le qui-vive, réalisent que la situation a pris une ampleur inhabituelle.
En moins de 2 minutes, Madame Lefebvre se dirige à grands pas dans le hall, visiblement bouleversée par le tumulte et cherchant déjà des explications du regard. Camille expose brièvement les faits à voix haute, sans jamais minimiser ce qui vient de se dérouler sous les yeux d'une vingtaine d'usagers et de collègues. Elle insiste pour que Gérard soit immédiatement écarté, mis en suspension préventive et isolé loin du public comme des dossiers, afin de préserver l'impartialité de l'enquête interne qui débute sur le champ. Sa demande est précise. Aucun contact entre Gérard et son équipe, aucune possibilité de pression ou d'effacement de preuves. On sent dans sa posture qu'il ne s'agit pas seulement de sanctionner un employé, mais d'envoyer un message net à tout le service. Certains comportements ne peuvent plus passer inaperçus ni être excusés derrière la routine. Madame Lefebvre acquiesce immédiatement, livide, prise entre la surprise et la peur des possibles retentissements jusqu'au siège de l'agence, voire même dans la presse nationale. Elle ordonne en silence à un agent de sécurité de raccompagner Gérard à son bureau, le temps qu'il rassemble ses affaires sous surveillance, puis de le conduire vers la sortie. Les regards d'habitude fuyants se tournent au contraire vers la scène, chacun mesurant l'ampleur de ce qui vient de basculer dans la petite comédie habituelle du hall. Peu à peu, la mécanique administrative, trop souvent inerte dans ce genre de situation, se met en branle avec une soudaineté inhabituelle. Pour la toute première fois depuis longtemps ici, ce n'est plus la peur qui dicte la loi, mais une idée timide mais tenace de justice et de dignité. Camille soutient chaque regard, rassurer les usagers et montrer que les mots ne resteront pas lettre morte. La discipline, jusqu'ici absente, reprend enfin ses droits. Même les plus sceptiques sentent que quelque chose a réellement changé au cœur même du service. Rapidement, la mise en place d'une enquête interne est annoncée. Camille, malgré sa fatigue apparente et ses vêtements encore humides, prend la direction des opérations avec sang-froid. Une équipe spécialisée du service de contrôle de l'Agence nationale de solidarité est dépêchée depuis le siège, à peine quelques rues plus loin, et arrive en moins d'une demi-heure. Dès leur arrivée, ils installent une petite salle d'audition improvisée dans un bureau attenant. L'ambiance change subtilement. On comprend que cette fois, rien ne sera balayé sous le tapis. Camille donne son témoignage de manière méthodique, sans chercher à amplifier ni à minimiser l'épisode. Elle détaille posément chaque geste, chaque mot entendu, chaque instant du dérapage de Gérard, le ton agressif, les remarques humiliantes, la scène de l'eau froide, et même le silence complice des premiers instants. Sa voix est calme, mais ferme, et tout est consigné dans un procès-verbal, signé devant les membres de l'équipe de contrôle. Sa description minutieuse ne laisse aucun doute sur la gravité des faits. Il ne s'agit pas là d'un simple incident, mais d'un abus manifeste de pouvoir devant témoins. Gérard, appelé à son tour, arrive livide, toujours incapable de masquer sa nervosité. Lui aussi doit s'asseoir face aux enquêteurs. Il reconnaît les faits, mais tente d'en atténuer la portée. Il évoque la pression qui pèse sur les agents de première ligne, le manque de moyens et l'attitude provocatrice qu'il prétendait avoir perçue chez Camille. Il insiste sur son ignorance de la véritable identité de sa supérieure, répétant que pour lui, elle n'était qu'une usagère de plus au comptoir. « Si seulement j'avais su », lâche-t-il, espérant trouver un peu de clémence. Mais dans cette atmosphère de gravité, ces justifications sonnent creux. Les preuves sont là. Les vidéos enregistrées par l'usagère, les témoignages des clients et des autres agents, les propres aveux de Gérard qui, cette fois, n'a plus la possibilité d'éluder ses responsabilités. L'équipe spécialisée reste neutre, avance dans la procédure, posant des questions courtes, reformulant les propos pour éviter toute ambiguïté. Camille, présente tout au long du processus, rappelle sans détour que la victime n'a pas à supporter l'ignorance ou la malveillance d'un agent public. Peu importe son identité. Au fil de l'enquête, plusieurs témoins sont invités à raconter ce qu'ils ont vu et entendu.
Les usagers présents dans le hall, parfois encore ébranlés, viennent un à un s'asseoir devant l'équipe d'investigation. On leur promet l'anonymat total. Aucun nom ne sera transmis à Gérard et leur sécurité est garantie, surtout pour celles et ceux qui craignaient des représailles. Beaucoup acceptent sans hésiter, soulagés de pouvoir s'exprimer sans crainte, certains glissant même que c'est la première fois qu'ils ont l'impression que leurs paroles comptent vraiment. Leurs témoignages viennent compléter et soutenir la version de Camille. Tous, sans exception, confirment que Gérard a eu un comportement méprisant et agressif dès son arrivée ce matin-là. Ils décrivent les gestes de rejet, la façon dont il a ignoré les demandes polies, sa voix qui a sifflé des ordres sans raison, et bien sûr, la scène de l'eau jetée sans hésitation devant tout le monde. Quelques paroles enregistrées ajoutent au dossier. Certains se souviennent de phrases cruelles, d'allusions rabaissantes, de regards qui cherchaient à humilier. Le tout est consigné par les enquêteurs, qui n'ont pas à tirer de conclusion. Hâtive. Les faits parlent d'eux-mêmes. À cela s'ajoutent les images des caméras de sécurité placées dans le hall principal, exploit de la modernisation progressive du site de Bastille. Les vidéos sont consultées attentivement par l'équipe spécialisée et montrent sans détour toute la scène, depuis les premiers signes de négligence jusqu'à l'acte d'agression volontaire avec la carafe. Il devient impossible pour Gérard de nier ou minimiser quoi que ce soit. Les preuves sont visuelles et sans appel. En fouillant dans les archives du service, on découvre que Gérard n'en est pas à son premier incident. Plusieurs dossiers dormaient dans une armoire, évoquant d'autres plaintes non résolues, presque toujours étouffées ou classées sans suite. Certains usagers s'étaient plaints d'un accueil brutal, d'humiliation comparable, mais personne n'avait jusqu'ici trouvé la force ou l'appui nécessaire pour faire éclater la vérité au grand jour. Cette fois, toutefois, le silence prend fin. Pour la première fois, toute la lumière est faite sur un comportement que la routine avait trop longtemps laissé passer sans réaction. Quelques jours plus tard, le rapport final du service de contrôle de l'agence est remis à Camille ainsi qu'à la direction de Bastille. Le document, attendu par tous avec fébrilité, détaille sans concession les manquements graves constatés. Il ne s'arrête pas au geste de Gérard. Il éclaire aussi la part de responsabilité du service lui-même, qui pendant des années a fermé les yeux sur des alertes répétées. On y retrouve noir sur blanc l'historique des avertissements. La plupart n'étaient que des remontrances informelles, parfois une note dans un dossier, mais aucune mesure n'avait été prise pour empêcher la dérive ni protéger durablement les victimes. Pour Camille, c'est d'abord un choc malgré l'impression déjà forte laissée par les auditions. Le rapport dénonce clairement, en termes simples mais fermes, un climat général de laisser-faire qui a fragilisé la confiance des usagers. Les faits reprochés à Gérard sont exposés sans détour. Abus d'autorité, comportement déplacé, un propos discriminatoire répété. Mais ce qui frappe le plus, c'est le constat que ces dérives n'auraient pu durer si longtemps sans une tolérance silencieuse, un manque de suivi sérieux et une routine dangereuse de banalisation dans toute l'agence. La colère se mêle à la tristesse chez plusieurs agents, certains avouant n'avoir jamais osé parler par peur de représailles ou sous la pression du groupe. Lorsque la décision sanctionnant Gérard est annoncée en réunion générale, l'effet de surprise est palpable. Il est décidé qu'il sera suspendu pendant une année entière, sans recevoir de salaire, et qu'il devra participer à un programme de requalification inédit au sein de la fonction publique française. Ce programme, mis sur pied spécialement pour répondre à des situations comme celle-ci, ne mise pas seulement sur la punition. Il prévoit accompagnement psychologique, ateliers sur l'empathie, modules obligatoires sur la diversité et le « respect », ainsi qu'un suivi rapproché avec un référent extérieur à l'agence. Beaucoup, dans la salle, estiment la sanction juste. Elle marque la fin de l'impunité, mais propose aussi à Gérard une chance réelle de changer, au lieu de simplement l'écarter. Camille, satisfaite mais vigilante, insiste sur l'exemple à instaurer pour l'avenir. Plus jamais, ici ou ailleurs, le respect de la dignité ne sera négociable, ni pour les usagers, ni pour l'équipe.
Le programme mis en place pour Gérard est bien plus qu'une simple punition. Il s'agit d'un parcours de transformation étroitement contrôlé. Dès le départ, il doit rencontrer un psychologue spécialisé dans la gestion du stress et la prévention des abus d'autorité, ce qui n'a rien à voir avec les petits entretiens habituels du service. Chaque semaine, Gérard doit assister à des ateliers obligatoires sur l'éthique professionnelle, les droits civiques et la lutte contre les discriminations. Les intervenants sont choisis parmi les meilleurs du secteur associatif et universitaire, certains venant parfois d'organismes engagés depuis longtemps dans la défense des droits de l'homme en France. En parallèle, une part importante du programme implique le service communautaire. Gérard est envoyé sous supervision stricte dans des quartiers de Seine-Saint-Denis où l'agence sociale peine souvent à gagner la confiance des habitants. Il doit y aider des familles à monter leurs dossiers administratifs, participer à des ateliers sur la médiation et surtout écouter longuement celles et ceux que parfois il méprisait ou ignorait. Ce travail en immersion est nouveau pour lui, déstabilisant au début, mais il n'a pas le choix. Chaque heure est comptabilisée, chaque interaction fait l'objet d'un rapport détaillé. Un comité indépendant surveille tout le processus. On y trouve un représentant des usagers, 2 psychologues, un membre de la direction régionale de l'agence et même un responsable d'association locale. Ce groupe n'assure pas seulement le suivi administratif, il évalue la progression humaine, l'engagement réel, repère les signaux de transformation ou au contraire de résistance déguisée. Des points d'étape sont prévus tous les 3 mois, lors desquels Gérard doit montrer concrètement comment il modifie ses habitudes, sa façon d'écouter, de parler, d'agir face aux plus fragiles. Aucun détail n'est laissé au hasard. Au terme des 2 années prévues, la réintégration de Gérard ne sera envisagée que si le comité constate sans ambiguïté une évolution sincère. Un simple sourire poli, une attitude de façade, ne suffiront pas. Tout écart, même minime, conduira à un licenciement immédiat, sans possibilité de retour ni recours. Désormais, pour Gérard, chaque jour compte. Il sait que sa carrière, mais aussi sa dignité, sont en jeu et qu'il ne pourra reconstruire la confiance qu'en montrant un changement réel, visible et durable. La diffusion de la décision concernant Gérard fait rapidement le tour des couloirs de l'agence, jusqu'aux antennes les plus éloignées en Île-de-France. Dès le lendemain, le sujet est sur toutes les lèvres, aussi bien dans les salles de pause que lors des réunions informelles. Les employés engagés, ceux qui croient depuis longtemps à la mission sociale de l'agence, ressentent une forme de soulagement. Beaucoup y voient le début d'une nouvelle ère. Tout à coup, la transparence, le courage et l'exigence de responsabilité ne sont plus des mots vides. Au contraire, ils prennent un visage concret, celui de Camille, qui n'a pas hésité à briser la routine du silence et à défendre la dignité des usagers comme de ses collègues. Certains agents racontent qu'ils dorment mieux la nuit, fiers d'appartenir à un organisme qui ne ferme plus les yeux sur les dérapages. D'autres évoquent des échanges animés avec leurs familles ou leurs amis. Enfin, on parle positivement de l'agence. On commence à croire qu'il est possible de corriger ce qui ne va pas, même si l'effort semble immense. Chacun sent qu'il y aura un avant et un après cette affaire, que plus rien ne sera toléré comme avant, et cela ranime discrètement la confiance. En même temps, tout le monde ne partage pas cet optimisme. Certains, parmi les anciens, ou ceux qui avaient leurs habitudes bien ancrées, vivent mal la tournure prise par les événements. Cette frange silencieuse déplore la fin de l'entraide interne, ce qu'ils appellent la solidarité du métier, mais qui ressemblait davantage à une omerta protectrice. Dans les couloirs, il n'est pas rare d'entendre des remarques à voix basse, parfois à peine voilées de reproches envers Camille. On murmure qu'elle cherche à briller, qu'un excès de justice peut nuire à la cohésion, qu'on ne réforme pas une institution forte de tant d'années en quelques décisions. Face à ces tensions, Camille ne cède rien à sa détermination. Elle sait que le chemin sera long,
que chaque réforme bouscule forcément des routines, mais elle continue à avancer, épaulée par ceux qui croient, comme elle, à une culture d'écoute et de respect. Peu à peu, elle impose une nouvelle façon de travailler fondée sur le dialogue et la dignité, même si cela implique de désapprendre certains réflexes bien ancrés. Pour la première fois depuis longtemps, l'agence sent que les choses changent vraiment, même si la route reste semée d'embûches. Camille, toujours aussi déterminée, ne se contente pas de ce premier pas. Avec l'appui de quelques collègues, motivés, elle lance toute une série de rencontres avec les associations de quartier, les collectifs de défense des droits et différents conseils citoyens. Plusieurs soirs par semaine, elle se rend dans des salles des fêtes, des écoles ou même des cafés associatifs à travers Paris et la banlieue, prête à écouter, à répondre et à expliquer les nouvelles démarches mises en place à l'agence. Ces échanges sont parfois tendus, souvent chargés d'émotions, mais Camille sent qu'il fallait absolument ouvrir cette porte, montrer aux usagers que leur voix compte et que l'administration change, lentement, certes, mais dans la bonne direction. En parallèle, elle continue d'ajuster les politiques internes. Tous les nouveaux agents reçoivent une formation spéciale sur le respect, la prévention des discriminations et la prise en compte des difficultés vécues par les publics les plus fragiles. Un canal d'écoute anonyme est instauré pour permettre aux employés comme aux usagers de signaler sans crainte tout écart ou malaise. Le cas de Gérard, souvent évoqué lors de ses formations mais jamais cité nominativement, devient un exemple de ce qui ne doit plus jamais se reproduire, ce que chacun fait, dit ou tolère au quotidien, même les gestes ou paroles qui peuvent sembler banales, a un impact décisif dans la vie des gens. Au sein de l'agence, beaucoup réfléchissent maintenant à leur rôle, à la part qu'ils prennent dans cette grande aventure collective. Certains avouent qu'ils n'avaient jamais vraiment songé à l'influence de leur comportement. D'autres, plus anciens, reconnaissent à demi-mot que la routine avait fini par éroder la vigilance. Camille insiste. Il ne s'agit pas d'accuser pour accuser, mais de comprendre, de grandir, de devenir meilleurs ensemble. Ces mots touchent, petit à petit, même les plus sceptiques. Du côté de Gérard, l'avenir demeure suspendu. Engagé dans son long parcours de réhabilitation, il doit chaque jour affronter, cette fois, l'image qu'il a laissée derrière lui et se demander s'il saura vraiment repartir de zéro. La possibilité de revenir à son poste n'est plus un droit acquis, mais un espoir qui ne dépend plus que de ses gestes, de son implication sincère. L'exemple de ce drame résonne bien au-delà de l'agence. Dans tout Paris, on en parle, comme d'un tournant marquant, une prise de conscience aussi douloureuse que nécessaire, qui prouve que le réel changement n'est jamais facile, mais qu'il doit bien commencer un jour, quelque part, avec quelques personnes prêtes à ne rien lâcher.